Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Dominique Maillot, je suis consultante experte du régime micro-entreprise et j'ai rejoint la fédération en tant que bénévole depuis 2021. Et pour juste la petite anecdote, je suis ancienne inspectrice des URSSAF, mais je le précise, passée du bon côté de la force aujourd'hui. Donc tu n'es plus dans le côté obscur. Voilà, tout à fait. Eh ben c'est parfait. Eh ben écoute, on va pouvoir commencer. Je te laisse gérer la présentation. Moi, je suis attentif au chat et à toi de jouer. Très bien. Alors, 10 erreurs à ne pas faire pour éviter de gonfler vos impôts. On va passer tout ça en revue pour que vous partiez armés pour pouvoir déclarer vos revenus avant les dates limites. Donc, pour rappel, pour les départements 1 à 19, la date limite, ce sera le 22 mai avant 23h59. Le département 20 à 54, la date limite est fixée au 28 mai, toujours pour la déclaration en ligne. Et les départements 55 à 976, la date limite est fixée au 5 juin, 23h59 maximum. L'objectif de ce webinaire est de vous aider à comprendre les mécanismes fiscaux qui sont applicables à la micro-entreprise et vous éviter ainsi des erreurs qui peuvent coûter cher. Vous donner des réflexes simples pour déclarer efficacement vos revenus et payer le juste montant d'impôt. Avant de commencer votre déclaration, donc je vous propose de générer votre attestation fiscale sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous allez tout simplement aller dans la rubrique Mes documents, Mes attestations et télécharger votre attestation fiscale annuelle. Elle n'est disponible que pendant la période de déclaration de revenus et vous n'avez pas accès aux années précédentes. Donc, veillez chaque année, pendant cette période fiscale cruciale, à télécharger votre déclaration fiscale annuelle. Faites en sorte également que votre déclaration de revenus corresponde effectivement à ce que vous avez déclaré à l'URSSAF. Sinon, attention au contrôle fiscal. Avant de commencer votre déclaration, donc, vous allez vous rendre sur le site impôt.gouv.fr et c'est bien dans la rubrique particulier, dans votre espace particulier, qu'il faudra procéder à votre déclaration de revenus et non pas dans votre espace professionnel. Vos déclarations URSSAF ne suffisent pas, même si vous avez réalisé aucun chiffre d'affaires ou si vous êtes au versement forfaitaire libératoire, il faut tout de même compléter les données sur vos revenus professionnels à travers votre déclaration de revenus personnels. Quelques éléments importants à vérifier. Donc, sachez que les auto-entrepreneurs ne sont pas concernés par la déclaration automatique. Donc, il faut vérifier scrupuleusement tous les éléments de votre déclaration, et notamment votre état civil, votre adresse postale, votre situation familiale. Pourquoi? Parce que ces changements de situation peuvent avoir une incidence sur le nombre de parts fiscales, donc votre quotient familial, et donc le montant de votre impôt. Par exemple, si vous êtes parent isolé ou une des personnes de votre foyer est porteur de handicap avec la carte mobilité inclusion, ou si vous avez élevé des enfants pendant au moins 5 ans seul, vous pouvez bénéficier d'une demi-part en plus, ce qui aura pour effet d'élever votre quotient familial et donc de réduire le montant de votre impôt à revenu égal. Petite précision également, si vous avez changé d'adresse en cours d'année, donc précisez bien votre adresse pour les déménagements, car si vous êtes situé dans un DOM, vous pouvez avoir un abattement supplémentaire sur le montant de votre impôt égal à 30% ou 40% en fonction du DOM dans lequel vous êtes situé. À La Réunion, par exemple, c'est un abattement de 30% sur le montant de l'impôt calculé qui va être limité à 2 450 € pour le foyer fiscal. Lorsque vous allez entamer le remplissage de votre déclaration, il faut bien veiller à cocher toutes les catégories de revenus que vous allez avoir à déclarer. Donc, si vous ou votre conjoint, vous avez des traitements et salaires, il faudra cocher la première rubrique traitements et salaires. Si vous avez vous êtes auto-entrepreneur sans versement forfaitaire libératoire, en BNC ou en BIC, il faudra cocher les cases associées. Donc, pour les BIC, la première petite flèche orange, revenus industriels et commerciaux professionnels. Et pour les BNC, la deuxième flèche orange, revenus non commerciaux professionnels. Si vous êtes auto-entrepreneur ayant souscrit
adhérer, opter pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est la case micro-entrepreneur, auto-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, qu'il faudra cocher. Si vous ne cochez pas bien ces cases au préalable, les cases qui seront associées dans la déclaration n'apparaîtront pas de manière intuitive lors du remplissage de votre déclaration en ligne. Et pour les retrouver, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut connaître du coup la codification des cases pour pouvoir les retrouver. Entrons dans le vif du sujet. Donc, erreur numéro 1, ne pas maîtriser le vocabulaire fiscal. Donc, tout ce qui sera barème progressif, si je vous parle de foyer fiscal, de quotient familial, de revenu fiscal de référence, d'abattement, de déduction, de réduction ou de crédit d'impôt, le taux moyen d'imposition ou le taux marginal d'imposition. Donc, tout ça, c'est un vocabulaire fiscal de base qu'il convient de maîtriser pour améliorer votre fiscalité. C'est la base. On va rentrer un tout petit peu dans le détail, mais vraiment légèrement, notamment sur le barème progressif et sur le calcul du quotient familial. Alors, au niveau du barème progressif de l'impôt sur le revenu, il y a une petite augmentation de 1,8% des bornes cette année, des bornes de revenus, pour se caler par rapport à l'inflation. À gauche, vous avez les revenus imposables avec les bornes de revenus et à droite, les tranches marginales d'imposition. En France, on a 5 strates, on va dire, de revenus et de taux de tranches marginales d'imposition, pardon. 0%, 11%, 30%, 41 et 45. Inutile de vous dire que dès qu'on commence à être dans la tranche de 30%, ça commence à douiller. Le revenu imposable qui est indiqué est un revenu par part fiscale. Donc, si dans votre foyer, vous avez par exemple un conjoint et un enfant, il faudra multiplier ces bornes par 2,5. Prenons un exemple. Un célibataire sans enfant qui n'a pas d'autre source de revenus que son micro-BNC qui est de 50 000 euros. Son revenu imposable est donc de 50 000 euros fois 66%, puisqu'il a droit à un abattement forfaitaire pour frais professionnels de 34%. Il sera donc imposé de la manière suivante. Les 11 497 premiers euros de revenus seront taxés dans la tranche de 0%. Les 17 817 euros suivants seront taxés à 11%. Donc, c'est la soustraction entre la borne haute de 29 315 moins la borne basse de 11 498. Et enfin, les 3 684 euros restants seront taxés à 30%. Donc, on remplit les jauges au fur et à mesure. Pour les parts de quotient familial, donc ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est qu'un adulte compte pour un, et un enfant, en fonction de sa place dans la fratrie, va compter pour 0,5 ou pour une part entière. Donc, si on prend le cas d'un foyer, 2 adultes, 3 enfants, on va avoir 2 parts pour les 2 parents, donc une part par parent, ce qui fait 2 parts, 0,5 parts pour le premier enfant, 0,5 parts pour le deuxième enfant, et une part entière pour le troisième, ce qui fera 4 parts pour le foyer fiscal. Et je ne parle pas des augmentations de nombre de parts en cas de parents isolés, etc. L'erreur numéro 2, c'est de confondre certains termes comme déduction fiscale, réduction d'impôt et crédit d'impôt. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est une déduction fiscale, ce qu'est une réduction d'impôt et ce qu'est un crédit d'impôt. Les déductions fiscales vont avoir pour effet de réduire directement votre revenu. Axel, tu peux revenir s'il te plaît? Je crois que tu as Pardon, excuse-moi. J'en suis où? Ah, je suis revenue sur la bonne slide. Excusez-moi. Bon, excuse-moi, je n'étais pas sur déductions... il y a 3 fois des slides qui se ressemblent, mais non, c'est bien des slides différentes. Les déductions fiscales vont avoir pour effet de réduire directement votre revenu soumis à impôt. Exemple, des 3 principales déductions fiscales qu'on peut avoir, c'est l'application des frais réels.
Donc, si vous avez des revenus salariés ou votre conjoint, vous allez pouvoir, dans certains cas, si ça vous est plus favorable, appliquer des frais réels. Si vous ne faites rien, l'administration fiscale applique un abattement forfaitaire pour frais professionnels de 10%. En frais réels, on peut notamment citer des indemnités kilométriques, des repas, le financement personnel d'une formation, l'achat, si vous êtes par exemple ou votre conjoint enseignant, l'achat de matériel pédagogique, etc. Deuxième possibilité de déduction fiscale, le versement d'une pension alimentaire à un enfant majeur qui est détaché de votre foyer fiscal et qui est dans le besoin, ou à un ascendant dans le besoin. Attention, cette notion de « dans le besoin », il n'y a aucun montant qui est indiqué par l'administration fiscale et en cas de contrôle, c'est laissé à la libre appréciation de l'inspecteur par rapport à la situation de fait. Donc attention à ça quand même par rapport au versement d'une pension alimentaire à un ascendant ou un descendant qui ne serait pas considéré dans le besoin. Troisième possibilité de déduction fiscale, l'abondement à un plan d'épargne retraite. J'en parle un petit peu plus loin, donc je reviendrai dans le détail après sur le plan d'épargne retraite. La notion de réduction d'impôt. Une réduction d'impôt, elle va avoir pour effet de réduire directement le montant de votre impôt calculé. Toutefois, si vous n'êtes pas imposable ou que vous êtes faiblement imposable, les réductions d'impôt ne vous ont servi à rien ou presque, puisque la réduction d'impôt ne peut pas avoir pour effet d'avoir un impôt négatif. Votre impôt sera tout simplement ramené à zéro. Trois exemples de réduction d'impôt, les dons que vous faites à des associations qui peuvent vous permettre de récupérer 66% ou 75% du don en fonction de l'activité de l'association à laquelle que vous avez aidé, tout simplement. Le versement de cotisations syndicales, donc le don est plafonné, mais vous pouvez récupérer jusqu'à 66% de votre cotisation syndicale. Les frais de scolarisation des enfants au collège, lycée ou dans l'enseignement supérieur. Donc, un enfant au collège, c'est 61 € de réduction d'impôt. Un enfant au lycée, 153. Et un enfant dans l'enseignement supérieur, c'est 183 de réduction d'impôt. Et enfin, la définition du crédit d'impôt. Donc, un crédit d'impôt, ça fonctionne un peu comme une réduction d'impôt, sauf que si vous n'êtes pas imposable ou faiblement imposable, vous pourrez avoir un remboursement. Il faut donc fiscalement privilégier les crédits d'impôt. Deux exemples de crédits d'impôt, les salariés à domicile, donc aidant les salariés à domicile, donc ça peut être soit vous qui embauchez directement, via notamment le CESU ou Page Emploi, ou ça peut être par le biais d'un prestataire, d'une entreprise prestataire. Le crédit d'impôt est de 50% pour une dépense qui va être plafonnée à 12 000 €, sauf cas spécifique. Dans ces salariés à domicile, on pense souvent à la garde d'enfants, à la femme de ménage, etc. Sachez qu'il y a plus de 23 métiers, une vingtaine de métiers, pour lesquels on peut bénéficier d'un crédit d'impôt. Jardinage, par exemple, assistance informatique à domicile, assistance administrative à domicile et bien d'autres. Le deuxième crédit d'impôt le plus utilisé par les Français, ça va être les frais de garde des enfants de moins de 6 ans hors de votre domicile. Encore une fois, là, le crédit d'impôt est de 50%. Par contre, la dépense va être plafonnée à 3 500 €, d'où un crédit d'impôt maximum de 1 750 €. Donc, si vous deviez choisir, par exemple, entre deux modes de garde, un enfant qui serait gardé à votre domicile ou un enfant qui serait gardé hors de votre domicile, vous voyez bien que le crédit d'impôt est plus important si vous embauchez en direct ou de manière indirecte un salarié à votre domicile, une garde d'enfant à votre domicile. Donc, diminuer son imposition, ça va être un savant dosage entre ces différents dispositifs, déduction fiscale, réduction d'impôt et crédit d'impôt. Le seul qui va pouvoir générer un remboursement, c'est le crédit d'impôt. Et personnellement, pour moi, c'est le meilleur des jeux intellectuels auxquels je joue depuis 22 ans.
Juste pour une petite précision, parce que je vois des questions Oui. qui s'affichent. Il y a une personne qui nous demandait si la cotisation à la FNE était considérée comme une cotisation syndicale. Alors non, c'est pas le cas, parce que la FNE n'est pas un syndicat salarié, mais une organisation professionnelle. Donc on ne peut pas déduire l'adhésion à la FNE. Et une autre question qui est dans ce cadre-là aussi, une personne demandait si on fait des dons et qu'on a un chiffre, un revenu imposable, enfin un impôt très faible, est-ce qu'on peut reporter le don sur l'année suivante? Je pense ne pas Non, ce n'est m'avancer pas trop en possible. disant que ce n'est pas possible. Non. Voilà. Donc les autres questions, on les prendra par la suite, je les note. Merci, Axel. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas déclarer correctement vos revenus BIC ou BNC. Et pourquoi ça va être important? Parce que la case que vous allez choisir va déterminer l'abattement forfaitaire automatique que va appliquer l'administration fiscale. Donc, en fonction de la nature de votre activité, 71% d'abattement, 50% d'abattement ou 34% d'abattement. Le fait de mal choisir entre BIC et BNC sur votre déclaration de revenus professionnels, ça va donc provoquer potentiellement une mauvaise imposition en faussant votre revenu imposable. Et alors là, attention de contrôle fiscal. Donc, au préalable, vérifiez bien votre nature d'activité, BIC, BNC, et répartissez votre revenu dans les bonnes cases en cas d'activité mixte. Par exemple, prestations BIC et BIC vente, ou alors BIC vente et BNC, par exemple. L'erreur numéro 4, c'est de choisir le versement forfaitaire libératoire sans vérifier son intérêt avant ou si vous n'y avez plus droit. Le VFL, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de payer votre impôt sur le revenu directement et en même temps que vos cotisations sociales à l'URSSAF. Pour rappel, au niveau des taux, 1% si vous êtes en BIC vente, 1,7 si vous êtes en BIC prestation ou 2,2% si vous êtes en BNC, pourcentage calculé en fonction de votre chiffre d'affaires. Pour une application du VFL sur vos revenus 2024, il faut que votre RFR, donc votre revenu fiscal de référence de 2022, soit inférieur à 27 478 par part de quotient familial. Donc, vous prenez, si vous êtes 2 dans votre foyer, vous prenez 27 478, vous multipliez par 2 et vous vérifiez sur votre avis d'impôt 2023, sur vos revenus 2022, que votre RFR n'est pas supérieur à 27 478 fois 2 dans mon exemple. Le VFL, l'application du VFL, n'est pas toujours pertinente, et notamment si vous êtes non imposable ou faiblement imposable. Cela reviendrait alors à payer plus d'impôts qu'il n'en faut. Donc faites bien vos simulations, calculez bien vos prévisionnels et voyez si le VFL vous est plus favorable qu'une imposition au barème progressif de l'impôt. Si vous n'avez plus droit au versement forfaitaire libératoire parce que votre RFR 2022 est supérieur à 27 478 pour une part et que vous continuez à l'appliquer, vous risquez un redressement fiscal parce que forcément, l'impôt que vous avez payé auprès de l'URSSAF est minoré par rapport à ce que vous auriez dû payer au barème progressif. Et à ce moment-là, il y a une petite manip à faire sur votre déclaration fiscale pour pouvoir demander le remboursement de ce que vous avez payé à l'URSSAF et soumettre votre revenu professionnel à l'impôt sur le revenu classique. L'erreur numéro 5, c'est de se dire « je n'ai pas optimisé mon revenu puisque je ne suis pas imposable ». Erreur fatale. Trop de revenus déclarés, moins tuer les d'aide gens quand même, sociale. Dominique. Alors, n'oubliez pas que votre revenu fiscal de référence, quand bien même il serait modeste, il va servir de base de calcul pour les allocations logement, les allocations familiales, votre RSA, votre prime d'activité, l'ASS, allocation de solidarité spécifique versée par France Travail, les bourses aussi pour vos enfants et j'en passe. Donc, il convient d'anticiper vraiment votre revenu fiscal de référence pour l'avoir sous contrôle et pouvoir anticiper et calculer toutes ces aides sociales. Je t'interromps, Dominique, il y a une personne qui dit l'erreur 4 est compliquée pour moi, vous pouvez reprendre avec un exemple, s'il vous plaît. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit souci de clarification sur la première.
Alors, qu'est-ce que c'est que le VFL? Déjà, c'est le versement forfaitaire libératoire qui permet de payer ses impôts par avance, dans le cadre de cette déclaration trimestrielle ou mensuelle à l'URSSAF. C'est ça, hein, Dominique, on est d'accord? Oui, tout à fait, je te laisse compléter, Donc Axel. ça veut dire que ce VFL-là, vous payez vos impôts par anticipation, mais ce VFL, ce montant d'impôt que vous payez, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires donc, et il est, je crois, le terme c'est confiscatoire, je crois. Enfin, c'est-à-dire Oui, que si vous payez trop, vous ne serez pas remboursé. Donc voilà. ça, c'est un des risques aussi du VFL. Donc voilà, les pourcentages qui sont marqués sur la slide permettent de voir quel pourcentage vous augmentez en termes de cotisation, enfin, quand vous faites votre déclaration URSSAF. Voilà, donc c'est un choix à faire avec attention et en ayant toujours à l'esprit que si vous plantez, vous payez trop, bah, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Donc à prendre avec beaucoup d'attention. Et si vous avez un doute, si vous êtes vraiment paumé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec, une personne de la FNAE. On a une petite, rubrique conseil accompagnement. Vous prenez un rendez-vous d'un quart d'heure avec, Laurent qui je crois doit être là, qui saura vous dire, pour vous le VFL c'est plus adapté ou pas. Voilà, Merci, Axel. merci à toi. On continue avec l'erreur numéro 6. Déclarer les IGSS que vous avez perçus comme des revenus imposables. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, on peut être malade et être indemnisé par la sécurité sociale. Et à ce titre, percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale. Je le précise parce que beaucoup d'auto-entrepreneurs ont un gros préjugé à ce niveau et croient que quand ils sont arrêtés en cas de maladie, arrêt maternité ou paternité, ils n'ont droit à rien. C'est faux. Ils ont éventuellement droit aux indemnités journalières pour peu que les revenus imposables des 3 dernières années leur permettent de générer des indemnités journalières. Donc, pour les auto-entrepreneurs qui auraient perçu des indemnités journalières en 2024, sachez que ces indemnités journalières ne sont pas imposables. C'est une spécificité du régime de la micro-entreprise. Tous les autres travailleurs indépendants qui perçoivent des IGSS, ces indemnités journalières sont imposables. Donc, ne faites pas l'erreur de les ajouter à votre chiffre d'affaires. Et si, en complément, vous avez perçu des indemnités journalières qui ont été versées par votre assurance prévoyance complémentaire, celles-ci, par contre, sont imposables. C'est seulement celles qui sont versées par la Sécu qui ne sont pas imposables. L'erreur numéro 7, que j'aurais pu mettre en premier, c'est déduire des frais réels en micro-entreprise. En micro, vous avez un abattement forfaitaire et automatique pour frais professionnels de 71%, 50% ou 34% sur votre SCA en fonction de la nature de votre activité. Vous ne pouvez pas, en plus de cet abattement, déduire vos frais réels, donc tout ce qui sera déplacement, repas, hébergement, formation et j'en passe. Donc ne le faites surtout pas figurer sur votre déclaration de revenus. Les frais réels, c'est uniquement pour les salariés ou assimilés salariés. Ce n'est pas pour les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants d'une manière générale. L'erreur numéro 8, c'est de ne rien verser sur un plan d'épargne retraite. Le PER, plan d'épargne retraite, est l'un des rares dispositifs que je vous ai présenté en tout premier qui vous permet de réduire votre revenu imposable. C'est donc un outil de défiscalisation et de préparation de votre retraite. Pourquoi de défiscalisation? Parce que les sommes que vous allez affecter à votre PER viennent en déduction directe de votre revenu imposable, dans une certaine limite. Et ces limites, vous allez pouvoir les retrouver en page 2 ou 3 de vos avis d'imposition. Vous avez les plafonds de PER. J'ai oublié de vous mettre un petit screenshot écran pour vous montrer comment ça se présente, mais je pense que si vous regardez vos avis d'impôt, 3e page, vous avez les plafonds d'épargne retraite pour vous et pour le déclarant 2 s'il y en a un, votre conjoint. Donc, ça veut dire que l'État, l'administration fiscale, vous subventionne pour vous constituer une retraite par capitalisation. Un capital ou une rente que vous pourrez récupérer au moment de l'âge légal de départ à la retraite. L'erreur numéro 9 et qui est classique, courante, c'est pour un auto-entrepreneur de compléter la case 5HY. Ça ne concerne pas vos revenus d'auto-entrepreneur. Et compléter cette case, ça reviendrait à imposer le montant que vous allez mettre dans cette case à 17,2 de prélèvements sociaux, 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, ne faites pas cette erreur. Et on pourrait avoir envie, parce que quand on va vite dans sa déclaration de revenus, on va tout simplement lire la ligne là, revenu net. Pour les régimes micro,
Reporter le montant après abattement forfaitaire pour charges, micro-BIC 71% pour les ventes et assimilés, 50% pour les prestations de services et micro-BNC 34%, etc. Quand vous allez être sur votre déclaration de revenus et que vous allez passer la souris sur la case 5HY, vous avez aujourd'hui une petite fenêtre pop-up qui va s'ouvrir et on va vous expliquer dans cette fenêtre pop-up, attention, les revenus qui ont déjà été soumis à cotisation sociale, je vous le fais, je vous le traduis parce que ce n'est pas écrit comme ça. Mais en gros, ça veut dire, attention, les revenus qui ont déjà été soumis à cotisation sociale ne doivent pas être déclarés dans cette case. Je vous la fais en simple. Et l'erreur numéro 10 qu'on voit et qu'on a vu aussi, nous, à la Fédération, c'est de ne pas déclarer ses comptes bancaires à l'étranger. Donc, attention, parce que sachez que des outils qu'on peut utiliser tous les jours, comme Stripe, N26, Wiz, SumUp et tout ce qui est les plateformes de crypto, sont situés à l'étranger. Et qu'on a l'obligation, en tant que Français, de déclarer tous nos comptes bancaires, nos comptes épargne, nos cryptos, nos assurances-vie qui sont situés à l'étranger. Que ces comptes soient détenus, ouverts ou fermés à l'étranger. Et étranger, c'est tout ce qui est hors de France. Même la Belgique, tout à côté, même un pays de l'Union européenne, c'est un compte situé à l'étranger. Donc, il faut vous assurer que par rapport à ces outils que vous avez un RIB qui est français, avec un IBAN qui commence par FR notamment. Et si ce n'est pas le cas, il faut compléter chaque année l'annexe formulaire 3916, 3916 bis. Au cas de contrôle, sachez que vous risquez 1 500 € d'amende par compte non déclaré et par an. Ça peut faire vite très mal. Et petite précision, le fait de déclarer, ça ne va pas faire gonfler votre impôt, sauf si vous avez plein de sommes cachées dessous, mais je pense pas que ce soit le cas. Donc, je pense notamment à beaucoup de personnes qui font du e-commerce avec un Stripe et qui n'ont même pas conscience d'avoir un compte à l'étranger. Donc, il faut quand même le déclarer, sans pour autant être Elon Musk et puis se dire qu'on va payer des impôts astronomiques. En ce qui concerne... Oui, je te laisse terminer et je fais ma précision. En ce qui concerne PayPal, est-ce que c'est un compte à l'étranger? A priori, oui, je pense. Il y a des règles spécifiques concernant PayPal et je vous envoie à un article de la Fédération qui a déjà été réalisé sur ce thème et qui est très bien fait et actualisé. Donc là, vous aurez il y a des limites pour PayPal et des précisions pour les comptes PayPal. Merci. Sachez que même si vous n'avez rien sur ce compte, l'administration fiscale, elle ne veut pas savoir, elle ne va pas vous demander dans ce formulaire combien vous avez sur ce compte. Elle veut juste savoir si vous avez un compte, s'il est détenu en direct par vous. C'est quel type de compte? Est-ce que c'est un compte bancaire, un compte d'épargne, un compte de crypto, une assurance vie? Ensuite, vous demandez un certain nombre d'informations sur le numéro de compte et l'organisme auprès duquel vous avez souscrit ce compte. Si vous avez un doute, parce que je vois des questions qui tournent là-dessus, si vous avez un doute sur est-ce que l'organisme bancaire auprès duquel vous avez souscrit comme Conto par exemple, vous allez dans les mentions légales en général, ou alors vous allez taper siège social avec le nom de l'organisme et vous allez voir s'il est situé en France ou pas. Si vous avez un RIB qui commence par FR, il n'y a pas de souci a priori. En bref, parce que je pense que c'est ce que vous attendez tous, les cases à compléter. Donc, si vous êtes en BIC achat-revente sans VFL et déclarant numéro 1, vous allez compléter la case 5KO avec le montant de votre chiffre d'affaires sans déduire aucun abattement. Vous mettez le chiffre d'affaires que vous avez déclaré à l'URSSAF. Et le fait de compléter cette case, l'administration fiscale pratiquera directement l'abattement qui est associé à la ligne. Donc là, dans l'exemple avec la petite flèche, vous avez la ligne vente de marchandises assimilées qui est complétée. Donc si vous mettez en BIC vente, forcément l'administration fiscale procédera à un abattement de 71%. Le revenu imposable associé sera donc de la différence, soit 29%. Si vous êtes en BIC prestation,
juste en dessous, ce sera un abattement de 50%. Oui, Axel. Donc oui, effectivement, il faut déclarer la totalité du chiffre d'affaires, ça c'est hyper important. Et pour les personnes qui sont redevables de la TVA, c'est le chiffre d'affaires hors taxe qu'il faut Hors déclarer. taxe. C'est pas le chiffre d'affaires taxé. C'est-à-dire que quand on est redevable de la TVA, dans son chiffre d'affaires, on collecte la TVA pour l'État, et cette partie collectée pour la TVA, elle ne rentre pas en compte dans vos revenus. Vous êtes collecteur pour l'État. Donc c'est bien le chiffre d'affaires hors taxe qu'il faut déclarer, aussi bien sur l'URSSAF que sur la déclaration impôt. Tout à fait. Merci pour ta précision, Axel. Si on a un chiffre d'affaires 0, eh ben, on indique 0 parce que l'administration fiscale, elle ne peut pas deviner que vous avez fait 0 de chiffre d'affaires. Et si vous ne l'indiquez pas, on va estimer à un moment donné que vous êtes en taxation d'office ou alors que vous n'avez pas fait les démarches et vous pourriez subir des pénalités et des majorations de retard. Alors, j'y viens pour les prestations de services. Donc, BIC achat-vente, on va être sur ces cases-là et je vous ai mis aussi du coup les cases si vous êtes au versement forfaitaire libératoire. Attention, c'est les cases qui s'appliquent si vous appliquez à juste titre le versement forfaitaire libératoire. Ce ne sont pas celles que vous devriez remplir si vous n'y avez plus droit. C'est un cas spécifique que je n'ai pas développé là dans le support. En BIC prestation, donc comme je vous disais précédemment, ce sera la case juste en dessous de la 5KO, c'est la 5KP. Et enfin, si vous êtes en prestation de service libérale, en BNC, c'est bien la 5HQ qu'il vous faudra compléter si vous êtes déclarant 1 et que vous n'appliquez pas le versement forfaitaire libératoire. Juste une petite précision, il y a des personnes qui posent des questions sur quand on est déclarant 2, mettre le montant du conjoint, tout ça. Sur la déclaration d'impôt, il y a une colonne par déclarant. Donc là, il y a la première colonne 5HQ, c'est le déclarant 1, qui est vous, votre conjoint ou conjointe, selon comment vous avez fait votre déclaration, et la colonne 2 qui est l'autre. Donc il y a une colonne par membre du foyer fiscal. Tout à fait. Donc, vous faites bien attention en ligne. Là, vous voyez, j'ai mis du noir parce qu'effectivement, il y avait les noms et prénoms de mes clients. Donc, le déclarant 1, faites bien attention, ce n'est pas forcément dans l'ordre monsieur, madame, ça peut très bien être madame, monsieur. Donc, vous vérifiez en haut de la colonne qui est le déclarant 1 sur votre foyer. Oui, alors pour reprendre, il y a Nadine qui pose la question pour BNC déclarant 2. Du coup, c'est les mêmes cases, mais décalées d'une si vous êtes le déclarant 2. C'est celle qui est en face, Voilà. c'est la même ligne, mais ça décale d'une colonne. Voilà. D'où, il y a une autre numérotation, un autre numéro, mais effectivement, c'est la même ligne. Revenu imposable. Et d'ailleurs, il vous est précisé recette brute sans déduire aucun abattement. Alors, j'ai vu une question passer pour dire est-ce que c'est URSSAF compris? Non, vous déclarez votre chiffre d'affaires. Vous déclarez bien votre chiffre d'affaires URSSAF, ce que vous avez déclaré à l'URSSAF, mais à aucun moment, vous allez intégrer en plus ou alors déduire en moins les cotisations sociales que vous avez payées à l'URSSAF. Non, non. C'est votre chiffre d'affaires brut. C'est tout ce que vous avez gagné dans l'année. Voilà. Encaissé URSSAF. Tous les sous rentrés. Hors taxe. Alors, attention aussi, je ne l'ai pas précisé là sur le support, si vous passez par des plateformes qui vous prennent des commissions, le chiffre d'affaires que vous devez déclarer, c'est le chiffre d'affaires, c'est ce qu'a payé votre client. Donc, commission incluse. Ce n'est pas ce que vous avez perçu, vous, dans votre poche, c'est bien ce qui a été le tarif TTC payé par le client. Tarif hors taxe, pardon, payé par le client. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. On va pouvoir passer, Axel, à quelques questions-réponses. Il y en a quelques-unes. On a surtout des questions, on n'a pas encore les réponses. Pour 2 déclarants sans VFL, c'est la case 5I ou 5H. Je ne sais pas quelles sont les cases. Tu les as quelque part? Oui, on n'a pas la précision si c'était du BIC ou du BNC, donc je ne saurais pas dire si je n'ai pas la précision. Alors, attends, je vais agrandir un peu mon écran pour mieux voir les questions, ce sera plus simple. Pour le prestataire de service, vous pouvez être BIC ou BNC, c'est bien ça. En fait, là, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de c'est quoi le BIC, c'est quoi le BNC. Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc, BIC, c'est bénéfice industriel et commercial, et BNC, c'est bénéfice non commercial. Donc ça dépend de votre nature d'activité. Bénéfice industriel et commercial, si vous faites de la vente, vous êtes
dans du commerce. Donc, vous êtes sur du bénéfice industriel et commercial, du BIC. Si vous êtes en prestation de service, vous êtes plus sur du bénéfice non commercial. Voilà, pour dire dans les grandes lignes. Tu m'arrêtes, Dominique, si j'ai des bêtises, ça peut m'arriver. Non, c'est bon. En cas de prime d'activité, que déclarer? La prime d'activité se déclare-t-elle ou pas, Dominique? Là, il faudrait que je vérifie. Le RSA, non. La prime d'activité, il me semble que oui, mais il faudrait que je vérifie et on vous répondra dans la FAQ ultérieurement. La FAQ sera envoyée aux participants par mail, c'est ça, Axel? Oui, c'est ça. Elle sera envoyée aux participants par mail et elle sera mise dans l'espace membre du site fnae.fr.